Nicolas Sarkozy est en prison. Il entame une peine de 5 ans suite à sa condamnation dans l'affaire du financement libyen de sa campagne en 2007. Les envoyés américains Steve Witkoff et Jared Kushner sont arrivés en Israël lundi pour consolider le cessez-le-feu à Gaza après une flambée de violence ce week-end. Sanae Takaichi remporte un vote parlementaire historique et devient la première femme Premier ministre au Japon. Nicolas Sarkozy, incarcéré à la prison de la Santé. Il doit purger une peine de 5 ans après sa condamnation pour association de malfaiteurs dans l'affaire du financement libyen de sa campagne présidentielle de 2007. Avant son départ pour la prison, un rassemblement de soutien s'est tenu devant son domicile dans le 16e arrondissement de la capitale. Parmi la centaine de personnes réunies, sa famille au grand complet. En septembre dernier, le juge a ordonné que Nicolas Sarkozy commence immédiatement sa peine, estimant que la gravité des faits portait atteinte à l'ordre public. Selon cette décision, il ne peut donc demander sa mise en liberté qu'une fois incarcéré. L'ancien président devrait être placé à l'isolement ou dans un quartier réservé aux détenus vulnérables, souvent appelé quartier VIP. Les émissaires américains Steve Witkoff et Jared Kushner sont arrivés à Tel Aviv lundi pour tenter de consolider le fragile cessez-le-feu à Gaza, un jour après qu'Israël a mené des frappes aériennes sur Rafah. Tsahal affirme avoir agi en réponse à la mort de 2 de ses soldats, dans une attaque que l'armée israélienne attribue au Hamas. L'État hébreu a également menacé d'interrompre les livraisons d'aide dans la bande de Gaza, mais a finalement annoncé que celle-ci serait maintenue comme prévu lundi. Pour sa part, le Hamas affirme qu'il n'est pas responsable des violences commises à Rafah, affirmant avoir perdu la communication avec ses unités dans cette zone. Le groupe palestinien accuse par ailleurs Israël d'avoir violé le cessez-le-feu près de 50 fois depuis son entrée en vigueur. Dans le même temps, une délégation du Hamas est arrivée lundi au Caire pour suivre la mise en œuvre du cessez-le-feu avec les médiateurs et d'autres groupes palestiniens. Ce week-end, le gendre du président américain Jared Kushner a déclaré que le succès ou l'échec de l'accord dépendrait de la capacité à créer une alternative viable au Hamas. Le plan de Donald Trump prévoit que la bande de Gaza soit administrée par une autorité intérimaire soutenue par la communauté internationale. De nombreux points de ce plan restent cependant assez flous à l'heure actuelle. L'UE maintient sa menace de sanctions contre Israël, 10 jours après l'entrée en vigueur du cessez-le-feu à Gaza. Réunis lundi à Luxembourg, les 27 ministres européens des Affaires étrangères ont jugé la situation trop fragile pour relâcher la pression sur le gouvernement de Benjamin Netanyahou. The ceasefire has changed the context, that is very clear for everybody. However, unless we see real and sustained change on the ground, including more aid reaching Gaza, the threat of sanctions remains on the table. Kaja Kallas exhorte également Israël à permettre l'accès des journalistes étrangers dans la bande de Gaza et à faciliter les procédures administratives pour les organisations humanitaires. La présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, a proposé le mois dernier une suspension partielle de l'accord d'association entre l'UE et Israël, ainsi qu'un gel de l'aide bilatérale. Ces mesures se sont toutefois heurtées à des divergences entre les États membres et n'ont donc pas été mises en œuvre pour le moment. Ces derniers jours, le Hamas et Israël se sont mutuellement accusés de violer le cessez-le-feu dans la bande de Gaza. La diplomatie européenne se trouve dans une position délicate quant à la prochaine rencontre entre Donald Trump et Vladimir Poutine à Budapest. Les ministres des Affaires étrangères de l'Union espèrent que ce sommet fera avancer les négociations de paix en Ukraine, mais ils regrettent qu'il soit organisé dans la capitale hongroise. Une réserve partagée par le président ukrainien Volodymyr Zelensky, qui estime que Budapest n'est pas le meilleur lieu pour cette réunion. Cette présence annoncée de Vladimir Poutine sur le territoire de l'Union européenne n'a de sens que si elle permet d'acter un cessez-le-feu immédiat et sans condition. Le Premier ministre hongrois Viktor Orban, proche de Trump et de Poutine, est en désaccord avec la majorité de l'UE sur la guerre en Ukraine. Par ailleurs, le président russe est sous le coup d'un mandat d'arrêt de la Cour pénale internationale pour crimes de guerre. No, it's not nice. I mean, to see that really a person put to the arrest warrant by the ICC is coming to a European country.
And again, the question is whether there's any outcome out of this. De plus, pour que cette rencontre puisse avoir lieu, plusieurs États membres de l'UE devraient ouvrir leur espace aérien à la délégation de Vladimir Poutine, alors que celui-ci est fermé aux avions russes depuis 2022. Une vague de drones russes a de nouveau frappé la ville de Sloviansk dans l'oblast de Donetsk durant la nuit de dimanche à lundi. Cette localité du Donbass ukrainien avait déjà été la cible d'une attaque similaire la veille, 5 drones ayant endommagé plusieurs maisons et une école. Selon les autorités locales, les dernières frappes ont impliqué des drones kamikazes Guérin 2, qui ont endommagé de nombreux bâtiments et véhicules, mais n'ont fait aucun blessé. Ces dernières semaines, la Russie a intensifié ses frappes dans cette région de l'Est de l'Ukraine, qui est le théâtre de combat particulièrement actif depuis le début de l'invasion. Un nouvel axe routier reliant les 3 États baltes à la Pologne a été inauguré lundi, dans un contexte de tensions croissantes entre l'Europe et la Russie. La Via Baltica traverse une étroite bande de terre entre le Bélarus et l'exclave russe de Kaliningrad, qui est considérée comme une cible potentielle en cas d'attaque de l'OTAN par la Russie. Les présidents polonais et lituaniens ont souligné le rôle crucial de la Via Baltica dans la défense de la région. W kontekście naszego bezpieczeństwa Via Baltica jest bardzo ważna i myślę, że to zadanie także dla mnie, dla pana prezydenta i dla naszych przyjaciół z Estonii i z Łotwy, aby przyglądać się temu projektowi przez pryzmat bezpieczeństwa i państw bałtyckich i także Polski, która nie tylko w przesmyku suwalskim, ale w całym basenie Morza Bałtyckiego bierze odpowiedzialność za bezpieczeństwo i Rzeczpospolitej, ale także całego regionu. Ce nouvel axe permettrait aux troupes de l'OTAN de se rendre plus rapidement dans les États baltes en cas de besoin. Un projet ferroviaire baptisé Rail Baltica est également en cours de construction. Ces premiers tronçons devraient être opérationnels d'ici 2030. Le Parlement japonais a élu Sanae Takaichi comme première ministre du pays. C'est la première femme à assumer ce poste. Un moment historique qui intervient un jour après que son parti, en difficulté, a conclu un accord de coalition avec un nouveau partenaire qui entraînerait le bloc au pouvoir plus à droite. La nouvelle première ministre elle-même a une vision plus conservatrice et nationaliste que son prédécesseur. Sanae Takaichi remplacera le Premier ministre Shigeru Ishiba, mettant ainsi fin à un vide politique de 3 mois et aux querelles qui ont suivi la défaite électorale désastreuse de son parti libéral-démocrate en juillet. Ishiba, qui n'est resté qu'1 an au pouvoir, a démissionné avec son cabinet plus tôt dans la journée de mardi. Protégée de l'ancien Premier ministre assassiné Shinzo Abe, Sanae Takaichi devrait s'inspirer des politiques de ce dernier, notamment en renforçant l'armée et l'économie et en révisant la constitution pacifiste du Japon. Mais elle est confrontée à une épreuve de taille. La nouvelle Première ministre doit s'attaquer rapidement à la hausse des prix et l'élaboration de mesures de relance de l'économie d'ici à la fin du mois de décembre afin de répondre à la frustration de l'opinion publique. À Budapest, Alice Weidel, coprésidente de l'AfD, le parti d'extrême droite alternatif pour l'Allemagne, était invitée par le 21st Century Institute, un groupe de réflexion pro-gouvernementale financé par l'État hongrois. Lors de son discours, elle a défendu une vision libérale et conservatrice de l'Allemagne, promettant une démocratie plus directe par le biais de référendums, des médias et une justice indépendante, ainsi que des écoles dégagées de toute influence idéologique. Un gut regierter Staat bevormundet und gängelt seine Bürger nicht. Er verteilt ihr Geld nicht in alle Welt und auch nicht an ideologische Lobbygruppen und Günstlinge, sich mit neofeudalen Methoden Gefolgschaft zur Unterstützung zu erkaufen. Alice Weidel a fait l'éloge du Premier ministre hongrois Viktor Orban qui doit mener, selon elle, une bataille difficile pour être réélu dans 6 mois. Der Wind dreht sich in Europa. Das Zeitalter der Patrioten hat begonnen. Ungarn ist seit vielen Jahren ein Leuchtfeuer der Freiheit und der Souveränität und für uns ein großes Vorbild. Viele andere Länder sind es seither geworden und ich werde Ihnen hier heute Abend sagen und versprechen, auch Deutschland wird folgen. Lors des élections fédérales anticipées en février 2025, l'AfD est arrivée en 2e position derrière les chrétiens démocrates, mais les partis traditionnels ont isolé l'AfD en établissant un pare-feu au Bundestag, le Parlement allemand.
La Fondation Monte Madrid et la Commission pour la commémoration des 50 ans de l'Espagne libre présentent une exposition à la Casa Encendida de Madrid. Des œuvres de plus de 50 artistes sont exposées, chacun font un retour sur les 50 ans de transition démocratique au Portugal et en Espagne. La Casa Encendida y la Fundación Monte Madrid tiene una colección que muchas de las obras son desconocidas para la mayoría del público y nos parecía una muy buena oportunidad desde una lectura contemporánea, reflexionando sobre el presente, ponerlas a disposición del público que habitualmente no las puede ver, ¿no? Le projet invite à un dialogue contextualisant les aspects sociaux, politiques et culturels des années 70 à nos jours, une période de transition et de confrontation entre les dictatures ibériques et les régimes démocratiques contemporains. A posição que pretende é pôr as pessoas a pensar sobre aquilo que foi os regimes fascistas em Portugal e Espanha, como é que novamente certos partidos fascistas estão a chegar aos parlamentos, espanhol e português, e como é que esses valores têm que ser defendidos. É por isso que temos as vozes de Salazar nesta exposição, temos evocações de Franco, temos uma primeira sala que fala um pouco das ditaduras e das dinastias reais. L'exposition rassemble des œuvres importantes d'artistes tels que Milares, Miro, Tapies et Vieira da Silva. Ces créations esquissent un récit visuel qui relie la résistance et dissidence aux défis actuels de nos démocraties. Temos obras que vão desde os anos 70 ou até mais recuadas para pontuar esta ligação que nós temos dos artistas à própria sociedade. E a escolha teve muito a ver com isso, ou seja, deixarem aberto esta proposta de questionar, de provocar aquilo que é uma sociedade em construção.